Ceci est un livre audio autogénéré par Google. J'ai un mandat du peuple. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 96 973 5. EAN 9 782 296 969 735. Jacques Miard. Député de la Nation. J'ai un mandat du peuple. Propos insolents d'un député rebelle. Ouvrage de l'auteur ou publié sous sa direction. L'euro de tous les risques, 1998, FX de Guibert. La langue française en colère, 2000, FX de Guibert. La laïcité au cœur de la République, 2003, L'Harmattan. Mondialisation et Europe fédérale, une réponse pour la France, 2004, FX de Guibert. La France dans la guerre de l'information, information, désinformation, géostratégie, 2005, L'Harmattan. Médias sans tabou, 2006, CNR. La France à l'ère de la mondialisation, les nouvelles perspectives de la politique étrangère française, 2009, L'Harmattan. Atout France, 2010, L'Harmattan. Rapport d'information parlementaire. L'Europe et la protection des dessins et modèles, 1994. Les enjeux de la Méditerranée, 1995. L'adhésion de la Roumanie à l'Europe en 2007, une échéance à respecter, 2004. L'adhésion de la Roumanie à l'UE, c'est la famille, 2006. Le nécessaire renouveau de la politique industrielle française et européenne, 2007. La politique des jeux, pour une ouverture maîtrisée, 2008. Enjeux géostratégiques des proliférations, 2009. Les vecteurs privés d'influence internationale, 2011. L'impératif de la politique industrielle, 2011. Rapport collectif d'information parlementaire. Les sectes, 1995. Les sectes et l'argent, 1998. Enquête sur la tragédie rwandaise, 1998. La laïcité à l'école, 2003. La lutte contre le terrorisme, 2004. Les sectes et la formation professionnelle, 2004. Les sectes et la protection de l'enfance, 2006. La langue française dans l'Europe et le monde, 2006. Le voile intégral, le refus de la République, 2009. Quel chemin pour Damas ? 2010. Circulation routière, nos vies entre nos mains, 2011. Avertissement. Amis lecteurs, tu trouveras dans les pages qui suivent les réflexions d'un député et maire sur son expérience d'élu du peuple. Ces réflexions ne sont pas un ouvrage politique stricto sensu. Elles portent sur l'art et la manière de remplir le mandat donné par le suffrage universel. Toutefois, en l'occurrence, la forme et le fond étant étroitement liés, il est indéniable qu'à chacun des chapitres, j'ai souhaité exprimer une conception de l'action politique que je défends depuis toujours. C'est donc à cœur ouvert, en toute transparence, que je te livre ces quelques réflexions. Mandataire du peuple, je continuerai de faire ce que je crois le plus conforme à ses intérêts. Il m'a envoyé pour exprimer mes idées, non les siennes. L'indépendance de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui. Nicolas de Condorcet. 1743-1794. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. De Gaulle 30 mai 1968. J'avais une vingtaine d'années, les événements de 1968 agitaient la France, le pays tanguait, Sirius titrait dans un journal du soir, le bateau ivre, la tension était mémorable. Le 30 mai 1968, le général de Gaulle s'adresse aux Français. Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Dès cet instant,
l'autorité de l'État reprit le dessus sur la chienlit. Chacun connaît la suite. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Ces simples mots me sont restés gravés en mémoire. Tout est dit sur le rôle de l'élu. Ayant reçu l'impérium du suffrage universel, il en détient la légitimité. Il doit, à peine de faillir, accomplir sa mission. Cet impérium de l'élu vient de loin. Il est bien ancré dans notre mémoire collective. Enfin pour ceux qui ont le minimum de mémoire et de connaissance de notre histoire. J'ai toujours associé la position du général de Gaulle à celle de Lucius Quintius Cincinnatus qui répond à l'appel du Sénat de Rome pour devenir dictateur, au sens romain du terme, pour sauver la ville éternelle des Sabins qui la menacent. Les sénateurs s'adressent à Cincinnatus pour qu'il accepte le commandement suprême. Il cultivait alors ses terres. 16 jours plus tard, sa mission accomplie, il retourne à sa charrue. Je me souviens encore de mon professeur d'histoire, alors que j'étais en classe de 6e au lycée Ampère de Lyon, nous raconter les faits. Savait-il qu'il allait marquer de façon indélébile, formater l'enfant que j'étais, conquis par la droiture de Cincinnatus ? Les professeurs croient qu'ils n'ont pas d'influence, disait Keynes, si ils ont une influence à 30 ans. L'image de Cincinnatus délaissant sa charrue et la voix ferme du général de Gaulle ont imprégné mon esprit, sans doute de manière subliminale, mais la res publica devint pour moi une dimension qui ne m'a plus quitté. 2. L'engagement. Quelle motivation pousse un citoyen ordinaire à se présenter aux élections ? La vanité de paraître, l'orgueil du surmoi, la prétention d'être plus fort que les autres ? La volonté de remplacer des incapables, voire des corrompus ? Peut-être. La réalité est sans doute beaucoup plus simple et réconfortante. Le candidat est souvent montré du doigt pour sa volonté de se mettre au service de sa ville, de son pays en défendant ses convictions, son projet de société. J'ai toujours eu du respect pour mes adversaires politiques, car si je les ai combattus sur le plan des idées, j'ai souvent reconnu en eux des militants, des hommes ou des femmes convaincus qui ont quelque chose à apporter à la collectivité. C'est là une richesse incomparable pour la nation, mais en dehors de ce schéma général se dessine toujours un parcours personnel. L'intérêt familial pour la vie publique, l'écoute des informations radiophoniques qui chaque jour à midi égrenaient les crises ministérielles de la 4e République agonisante, une tante hussarde de la République qui vous apprend au besoin avec quelques taloches que l'on doit travailler pour réussir et aimer la France, ont marqué l'enfant que j'étais. Alors l'adolescent décide à 15 ans qu'il veut devenir diplomate. Il déclare à son père, artisan de son état stupéfait, son projet, poursuivre ses études pour atteindre un objectif, servir la France. Une fois le bac en poche, l'Institut d'études politiques de Lyon, la faculté de droit où je décroche un diplôme d'études supérieures de droit public, l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève jalonnent le parcours de ma formation. Après avoir tenté le concours de l'ENA, sans le réussir, j'intégrai dans la foulée le concours d'accès direct du ministère des Affaires étrangères. Plus tard, je complétais ma formation par l'obtention d'un diplôme d'études approfondies en propriété intellectuelle à l'Université de Paris II à Assas. D'abord en poste à Alger, puis à Lagos et à Berlin, je travaillais ensuite à la direction des affaires juridiques du Quai d'Orsay. Je fis l'expérience d'un ministère, collaborai au cabinet du ministre de la Coopération Michel Aurillac, un très grand serviteur de l'État, avant de retourner à la direction juridique. Traiter des affaires de l'État au sein de la direction des affaires juridiques sous l'autorité de Gilbert Guillaume est un privilège rare et formateur. Négocier le brevet communautaire, les accords bilatéraux de promotion et de garantie des investissements avec Jean-Claude Trichet dans le monde entier, les accords cadres de vente des Mirages à l'Inde, à la Grèce, participer au sein de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial et international, CNUDCI, à l'élaboration de la loi sur l'arbitrage ou au sein de l'Organisation mondiale de la protection intellectuelle, OMPI, aux négociations sur le traité relatif aux droits d'auteur pour la protection des logiciels est une expérience qui renforce, s'il en était besoin, le sens de l'État et des intérêts nationaux. La chose publique devient plus qu'une passion, une seconde nature. Je décide alors de franchir le pas. En 1983, je fus élu conseiller municipal de Maisons-Laffitte, en 1988 conseiller général des Yvelines, en 1989 maire de Maisons-Laffitte, puis en 1993 député et maire.
Si tout semble se dérouler simplement, comme à la parade, rien en fait n'est aussi naturel. J'y vais ou je n'y vais pas? Telle est la question qui taraude le candidat, jusqu'à ce que le pas soit franchi. Le scrutin est sans appel, défaite ou victoire, c'est binaire. Il est vrai qu'à chaque fois se présentent plusieurs candidats pour peu d'élus. Finalement, chacun ne peut que saluer le courage des candidats. Élus ou battus, ils appartiennent aux sans-culottes de la République. Sans eux, pas de vie publique, qu'ils en soient tous remerciés. 3. L'élection. La campagne électorale est un moment magique. Les barrières entre les individus, entre les groupes tombent, nos concitoyens, malgré leurs critiques envers les politiques, acceptent volontiers que les candidats les abordent, le dialogue s'engage facilement. Certes, il peut arriver que le candidat soit accueilli avec des sarcasmes du genre « On ne vous voit que lors des élections ». La réponse fuse « Je ne vous vois ni ne vous ai vu au forum des associations ni d'ailleurs au spectacle de fin de l'année. » J'y étais pour ma part. Personnellement, j'ai rarement eu l'occasion d'essuyer ce genre de remarques tant je m'efforce d'être présent le plus possible sur le terrain. Marchés, visites chez les commerçants, spectacles associatifs, manifestations patriotiques. Les campagnes électorales s'inscrivent dans notre culture comme de véritables rites, un temps de rencontre, d'affrontement d'idées. L'habitant ouvre sa porte et invite ses amis à rencontrer le candidat. Celui-ci ne vit que pour la campagne matin, midi et soir, il s'y consacre entièrement. Il existe cependant un coût que bien peu de candidats évoquent publiquement. Ce sont les répercussions de cet engagement sur la famille, les enfants qui voient leur père ou leur mère ainsi projetés eux sur le devant de la scène. Ils peuvent être atteints par des remarques qui ne prennent pas toujours cette forme anodine. Ton père, ses affiches, c'est une photo vieille de 20 ans. Le candidat ne peut être insensible aux interrogations de sa famille qui se trouve, malgré elle, entraînée dans la bagarre politique. En dépit du développement des échanges par Internet, les réunions publiques restent pour le candidat une étape obligée. Les électeurs souhaitent le voir et l'entendre sans médiation. Certes, souvent n'y viendront que des personnes convaincues qui soutiennent leur champion, mais il faut y prendre garde. Une réunion publique se prépare avec minutie. Elle ne fait pas l'élection mais elle peut avoir une influence importante sur le résultat. Le scrutin s'annonce. La journée commence à 8 heures et c'est la tournée des bureaux de vote sans exception. Le rituel est toujours le même. Salut au président du bureau de vote et à chacun des assesseurs. Arrive 20 heures, le dépouillement commence, les bulletins de vote s'entassent par candidat, les décomptes par les premières centaines donnent une tendance et les premiers frissons. Le cœur bat, les regards se croisent, on compte, on recompte, c'est la victoire. L'élu salue ses adversaires et de ce premier succès monte un sentiment fort de fierté. Pas une élection ne ressemble à une autre. 4. Monsieur le maire. Intitulé ce chapitre « Monsieur le maire » ne relève pas de la vanité d'élu. Cette formule d'appel traduit un fort attachement de nos concitoyens à cette fonction. Certes, aucun maire ne fait l'unanimité dans sa commune, certains auront toujours un faible pour l'élu d'à côté, mais les Français dans leur ensemble ont une bonne opinion de leur maire. Le mandat de maire est une expérience sans pareille. C'est vers le maire que chacun se tourne pour résoudre un problème, poser une question, bénéficier d'un conseil. Il est le premier guichet de l'administration, toutes autorités administratives confondues. Le bureau du maire est devenu une sorte de confessionnal laïque. Le maire pénètre parfois dans les secrets de famille, il en existe dans toutes les catégories sociales, il est pris à témoin. On fait appel à lui pour résoudre nombre de questions. Apaiser des relations de voisinage, obtenir un logement ou un travail pour soi ou ses enfants, se plaindre de l'insécurité, obtenir une place en crèche. La liste à la Prévert est le quotidien de l'élu. Toutefois, si les pouvoirs du maire sont réels dans certains domaines, ainsi, gérer un budget municipal lui donne de réelles marges de manœuvre, il ne peut pas tout régler. Les querelles de voisinage constituent les problèmes les plus difficiles à résoudre. Lorsque dans un immeuble deux voisins se font la guerre quotidiennement, tapage nocturne, menaces, la situation peut devenir rapidement insupportable. L'un des plaignants se tourne alors vers le maire. Celui-ci ordonne une enquête de police, invite le plaignant à saisir le procureur, ordonne des mesures de bruit, convoque l'autre partie pour faire un rappel à la loi, mais parfois rien n'y fait. Le temps n'est plus où le maire avait des lettres de cachet à sa disposition.
lui permettant d'embastiller les récalcitrants. Le maire ne peut agir, fort heureusement, que dans le cadre légal et ses pouvoirs sont limités s'agissant de conflits privés. Néanmoins, grâce à 2 instruments, le maire peut avoir prise sur la ville dont il a la charge. Le budget. L'urbanisme. Le budget est un outil d'action important pour le maire, à condition que la ville ait une assise suffisante en termes de population et d'entreprise. En sachant bien programmer les projets et ne pas trop se hâter de façon à maîtriser le recours à l'emprunt, la clé du succès est de constituer année après année un fort taux d'autofinancement, ce qui évite de recourir à l'emprunt. Quid des impôts ? Pendant des années, nombre d'élus font campagne sur la nécessité de geler la pression fiscale, la dépense publique, voilà l'ennemi. Il y a une forte part de vérité dans ce raisonnement, mais appliqué sans lucidité, il se révèle contre-productif et pervers. Les collectivités locales ont une mission de service public qui est irremplaçable. Entretien des écoles, voirie, éclairage public, entretien des stades. Nos concitoyens attendent que ces missions soient remplies. Un jour, lors d'une rupture de canalisation d'eau gérée par un concessionnaire qui tardait à se rendre sur les lieux de l'incident, la ville n'y étant pour rien, l'un de mes amis, bourgeois votant à droite, me tensa vertement. « Alors monsieur le maire, qu'est-ce que ce service public ? » C'est un service public à l'américaine. Cette réflexion ne resta pas sans suite. Une explication très directe eut lieu avec ledit concessionnaire pour qu'il s'active. Le maire doit avoir le courage de tenir le langage de vérité à ses concitoyens. Vous voulez des routes, des crèches, des écoles bien équipées pour vos enfants, de la vidéosurveillance pour votre sécurité, eh bien vous devez en assumer le coût. J'ai toujours pensé qu'une bonne politique fiscale commandait une augmentation d'1 point par an des taux pour remplir ses missions. Certaines villes ou certains départements n'ont eu de cesse de balayer toute augmentation. Survient alors le coup de tabac, qui les oblige à procéder à un pic de fiscalité de 15 voire de 30%. Inutile de préciser que cette gestion chaotique n'est pas acceptable. Payer des impôts locaux, c'est l'assurance d'avoir un retour immédiat sur investissement avec des services de proximité. La fin justifie les moyens. Gardons également en mémoire que les collectivités locales assurent plus de 70% des investissements publics en France, et que cette action tire d'autant l'économie nationale. Cela ne signifie pas pour autant qu'une collectivité territoriale doive se lancer dans des dépenses tout azimut, et financer le musée Salvador Allende à Santiago du Chili, décision idéologique sans appel. L'urbanisme est l'autre instrument d'action pour les villes si elles sont dotées d'un plan local d'urbanisme, anciennement plan d'occupation des sols, POS. À cette condition, le maire délivre des permis de construire et lance des opérations d'aménagement pour améliorer la ville. C'est là un pouvoir très important exercé sous le contrôle du juge. L'expérience démontre que ce contrôle n'est pas illusoire. Dans certaines villes, aucun permis de construire n'échappe à des recours judiciaires retardant d'autant un projet d'intérêt général ou visant à régler des comptes entre voisins. Le juge administratif commence seulement à mieux sanctionner les recours abusifs, mais on est encore loin du nécessaire équilibre entre la légitime défense des intérêts des riverains et le droit constitutionnel de la propriété qui comporte aussi le droit de construire dans les règles. Le maire paralysé. Ne nous y trompons pas. La gestion d'une ville n'échappe pas aux lourdeurs de notre société. À ce titre, la France ne fait pas exception et comme toutes les démocraties occidentales subit la paralysie de l'action publique. Sainte procédure, paralysez-nous, sainte norme, protégez-nous pour que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Ces 2 saintes ont fait leur entrée au calendrier républicain et s'y sont, ô combien, installées. Entre le respect de la loi, MOP maîtrise de l'ouvrage public, qui oblige légitimement au recours au marché public, les normes de plus en plus contraignantes dans les constructions, les contraintes des plans contre les risques, les zones protégées, les règles de responsabilité dans les lieux publics ou les établissements recevant du public, l'action du maire est plus que jamais encadrée. De plus, il est devenu du gibier de mise en examen, sa responsabilité pénale pouvant être recherchée pour tout manquement ou négligence, sans même mentionner la responsabilité pour faute. Chacun peut comprendre que l'on ne badine pas avec la sécurité, et personnellement je n'ai jamais pris de risque à ce titre. Mais nos concitoyens doivent savoir qu'en définitive,
Ils sont aussi pénalisés sinon par ces excès de prudence, nécessaires pour notre sécurité, du moins par la complexité des procédures. Aujourd'hui, aucun ouvrage public, une école par exemple, n'est réalisé en moins de 3 voire 4 ans là où nos prédécesseurs construisaient en 10 mois il y a 20 ans. Le maire poule ? Savoir dire non ? Premier magistrat dans la cité, autorité de proximité, le maire a parfois le sentiment d'être un maire poule devant pourvoir à toutes les demandes. Certaines demandes ne manquent pas de piquant et méritent d'être citées. Monsieur le maire, demande adressée à l'élu d'une commune de ma circonscription. Pourquoi n'y a-t-il pas de ramassage municipal pour les crèches ? Monsieur le maire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.